J'aime ça, la chose municipale. Je trouve ça intéressant. Je peux juste pas m'empêcher d'en parler. Mais vouloir comprendre la chose municipale, ça, c'est complexe. Ça peut ressembler à un cube Rubik. Ça a plusieurs facettes, des couleurs, des milliards d'agencements. Plus je m'y intéresse, plus j'ai envie d'en savoir et d'en parler aussi avec des gens. Dans cette série de balados, on parle du qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi de la chose. Ici Corinna Bastiani et bienvenue dans la chose municipale. L'aménagement du territoire. C'est un terme très utilisé quand il est question de la chose municipale. Dans cet épisode, vous allez entendre une femme passionnée par l'aménagement du territoire. Isabelle Bérubé a été conseillère municipale à Saint-Bruno de Montarville de 2013 à 2021. Elle a assuré la coprésidence de la Commission de l'aménagement et de l'environnement de l'agglomération de Longueuil. Isabelle Bérubé est détentrice d'une maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke, d'un baccalauréat en sciences appliquées de l'Université Laval. Isabelle a travaillé en journalisme et est actuellement directrice au développement de la Société pour la nature et les parcs du Canada. Depuis cet enregistrement, Isabelle a été candidate à la mairie en 2021 et est toujours chef du parti municipal Ensemble Saint-Bruno. Alors, c'est quoi l'aménagement du territoire? L'aménagement du territoire, c'est la façon... Quand on a un espace, là, on doit décider qu'est-ce qu'on met dedans. Hein? Traditionnellement, au Québec, ce qu'on a fait, on avait toujours eu notre grande zone agricole. Puis là, quand on s'est, disons, étalé dans le territoire, sur la rive sud de Montréal notamment, on a grugé notre territoire agricole pour construire des villes. Bon, soit, on en avait besoin. Et puis, la voiture était démocratisée à l'époque. Là, on parle des années 50, 60, 70. Là, les ménages se sont mis à avoir des voitures. Et puis là, c'était facile de se rendre au travail parce que tu avais un moyen de transport qui te permettait de franchir des grandes distances. Fait que là, on a commencé à étaler. Les gens aimaient ça parce qu'il y avait des grands terrains. Ils étaient proches de la zone agricole. Alors, il y avait des bénéfices à ça. C'est comme ça qu'on a décidé d'aménager notre territoire au Québec. Puis là, on a créé des zones industrielles. On a concentré nos industries dans des endroits, nos commerces dans des endroits. On a tout... On a fait en sorte de ne pas trop mélanger ces usages-là. On appelle ça des usages. Hein? Oui. En urbanisme, là, des usages. Alors, tu as un usage commercial, tu as un usage industriel, tu as un usage résidentiel. Là, on a aménagé notre territoire comme ça. C'est ça de l'aménagement du territoire. C'est de décider où tu vas mettre les choses. Puis le temps a passé, puis là, on est en train de s'apercevoir que ça nous crée aussi des problèmes, cet aménagement du territoire-là, notamment à cause des gaz à effet de serre qu'on émet quand on se transporte d'un endroit à l'autre. Puis c'est tout bête, on ne pouvait pas penser à ça quand la voiture est devenue chose courante dans les ménages, quand les gens se sont mis à être capables d'acheter une voiture par ménage, c'est quelque chose. Ouais. À l'époque de mes parents... puis de mes grands-parents, c'était pas tout le monde qui avait des voitures. Je devrais dire de mes grands-parents. Ouais. C'est pas tout le monde qui avait des voitures. C'était les riches qui avaient des voitures. À un moment donné, oui, tout le monde était capable ou à peu près tout le monde était capable de... Oui, puis là, on est rendu à 2 voitures. Oui, par 2, ménage. 3, puis des fois, on voit plus que, tu sais, chaque individu dans un ménage a une voiture, parfois. Donc là, on arrive à un stade où on se demande si on n'a pas créé un problème en aménageant notre territoire de cette façon-là. Ouais. On a laissé très peu de place à la nature aussi dans la façon qu'on a construit. Puis là, il faut faire la distinction des grandes villes comme Montréal où il faut mettre les gens quelque part, hein? Oui. Puis Montréal, c'est une grande ville, fait que c'est très difficile de comparer avec des villes de banlieue ou des villes... les cités régionales, par exemple. Oui. Tu sais, puis je pense que c'est nécessaire d'avoir des grandes villes comme Montréal où on densifie le territoire, où là, on a beaucoup de gens qui habitent dans une superficie donnée, versus des banlieues où tu as une densité de territoire beaucoup plus faible. Puis là, c'est là qu'on aurait peut-être pu donner plus de place à la nature, puis on ne l'a peut-être pas fait partout. On a improvisé. Il y avait des villes qui avaient des plans d'urbanisme, mais pas toutes. Mais d'ailleurs, la notion d'urbanisme, les directeurs d'urbanisme dans les municipalités sont arrivés très tard, malgré ce qu'on pense, là, dans les années 90, 95. C'est ça. Maintenant, toute bonne municipalité a son département d'urbanisme, mais ça n'a pas toujours été le cas. Fait qu'on, tu as raison, il y allait un peu à la pièce, là. On n'avait pas nécessairement de planification du territoire. Là, c'est obligatoire. Là. Il faut que tu aies
planification de ton territoire. Tu ne peux plus aller comme tu veux. C'est sûr qu'il y a encore des entorses parce que... Mais on ne peut pas recréer la ville. Il faut faire avec ce qui a été fait. Il faut la planifier. Comment, selon toi, Bien là, les études démontrent... D'abord, on a un grand déficit avec la biodiversité. Là, il y a un constat qui est assez flagrant, c'est qu'on assiste à la 6e grande extinction des espèces à l'échelle planétaire. Fait que c'est un constat qu'on n'a pas le choix de faire. Puis la grande responsable de ça, c'est qu'on est de nombreux humains, puis on domine la planète. Hein? On domine dans notre occupation du territoire. On est partout, ou à peu près. Il n'y a plus beaucoup de zones vierges. D'ailleurs, le Canada, c'est la forêt boréale, là, c'est une des dernières forêts vierges de la planète, là, quand même, faut le nommer, parce qu'on est chanceux, on a beaucoup de territoires. Mais il reste qu'il y a beaucoup d'humains partout. On a grugé toutes les parties qu'on pouvait gruger pour s'installer. Puis il y a beaucoup d'espèces animales qui ont besoin de grands territoires. Hein? Bon, les caribous, par exemple? Les caribous, par exemple. Les gens ont de la misère à faire le lien entre... Ils pensent qu'un ours en est un autre bon exemple. Un ours a besoin de centaines de kilomètres carrés de territoire pour assurer sa survie. Un oiseau... Il n'y a pas de problème parce que lui, il n'a pas besoin de se déplacer, il vole. Mais il y a des petites espèces qui ont besoin de petits territoires, mais les grandes espèces ont besoin de grands territoires pour se nourrir. Puis là, c'est difficile pour eux parce que le territoire est fragmenté. Ça veut dire qu'il y a des routes, il y a des ponts, il y a des machins qui les empêchent de se déplacer puis d'accéder à leur plus grand territoire. Bon, bref, pour en revenir à la perte de biodiversité à l'échelle planétaire, les principaux responsables, c'est la façon qu'on a aménagé notre territoire, les changements climatiques, les espèces exotiques envahissantes qui créent une pression sur les espèces indigènes. La pollution, c'est aussi des pressions sur notre biodiversité. Où est-ce qu'on peut agir à tous ces niveaux-là? Mais dans l'aménagement du territoire, il y a clairement une réflexion qui doit être faite sur comment on fait en sorte qu'on laisse de la place à la nature, même dans nos villes. Mais en fait, c'est les municipalités qui sont ciblées comme étant des solutions. Bien oui, ça fait partie des pouvoirs des MRC de planifier le territoire, puis ultimement des municipalités d'adopter des plans d'urbanisme. Il faut qu'on laisse de la place à la nature dans notre façon d'aménager nos villes. Puis voir à même y réinsérer de la nature. Oui, on parle même de restaurer des milieux qui ont été dégradés parce qu'on y a donné d'autres usages. Moi, je pense que ça va se faire dans une autre phase. Qu'est-ce qui va être important de faire? Ça va être penser à la connectivité de ces milieux-là. OK. Parce que si tu crées un îlot de verdure à l'intérieur d'une municipalité, ça n'assurera pas la protection de ta biodiversité. Pour les mêmes raisons que j'ai nommées au départ, c'est-à-dire que les espèces ont besoin de plus grands territoires pour survivre. Tu vas peut-être avoir une famille d'écureuils qui va être capable de vivre dans un parc urbain, mais si tu veux avoir une richesse de biodiversité, il faut que tu t'assures donc la protection de plusieurs petits îlots qui sont connectés entre eux. Toutes sortes de façons là, de connexion. C'est pas juste d'avoir des parcs entre ces différents îlots-là. Tu peux avoir des pistes cyclables, tu peux avoir un ruisseau qui connecte... oui, on les a asphaltés beaucoup, les ruisseaux. Là. Oui, c'est ça. Alors, en mettant à jour un ruisseau, ça agit comme une connexion entre deux milieux naturels. Alors, il faut quand on réfléchit l'aménagement de notre territoire, il faut qu'on ait une vision vraiment globale pour remettre la nature au sein de municipalités puis au sein des collectivités. Qu'est-ce qui est le fun, là, c'est qu'en plus, ça va servir à la santé des populations. Bien, c'est là, exactement là que je voulais t'amener, parce qu'en réalité, on en fait partie de cette biodiversité-là. Puis, est-ce que cet aménagement du territoire-là peut aider au bonheur de la population? Oui, puis c'est de plus en plus démontré. Il y a eu peu d'études dans le temps. Là, on commence à les accumuler. Il y a des études en santé publique qui démontrent que, au niveau de la santé mentale, notamment, des gens, il va y avoir des grands bénéfices à avoir accès à des parcs urbains, des milieux naturels, parce que ça diminue l'anxiété des gens. Il y a une reconnexion avec la nature qui est bienfaitrice. Bienfaisante pour les humains. Donc, si on s'assure d'avoir accès à des milieux naturels pour les populations, ils vont en tirer également des bénéfices au niveau de la santé. Donc, on anéantit les îlots de chaleur par des îlots de bonheur? Des îlots de bonheur, c'est très bien dit. Non, mais il y a un parallèle.
Moi, je fouille beaucoup sur la notion de sensibilité urbaine. Est-ce qu'on peut avoir... est-ce que ce qui nous entoure, justement, inconsciemment, peut nous atteindre psychologiquement, physiquement? Oui. Ben, c'est ça que ces nouvelles études-là démontrent. L'accès à la beauté, hein, on en parlait tout à l'heure de la beauté, c'est très important. Les humains ont besoin de reconnecter avec la nature. Moi, j'ai lu un livre très important, je vais faire une petite parenthèse, puis tu le garderas si tu veux, mais j'ai lu un livre qui s'appelle « Homo sapiens », qui est fantastique parce qu'il nous fait prendre conscience du fait que ça fait pas longtemps qu'on est sortis de la forêt, les humains. Si on regarde l'histoire de l'humanité là, sur une échelle de temps, ça fait très peu de temps qu'on n'a plus des humains qui vivent au sein d'une forêt et qui ont appris à vivre avec les ressources de la forêt. Dans notre évolution, on a gardé une partie de ce rapport-là avec la nature, évidemment. Ça fait pas assez longtemps qu'on est déconnecté de la nature de par nos vies dans les milieux urbains. Je dis pas de retourner là, non. Mais clairement, dans nos besoins quotidien, biologique, là, on a besoin d'être entouré de nature. C'est très bien décrit dans le livre Homo sapiens, ce rapport-là. Comment on se sent bien? Pourquoi est-ce qu'on se sent bien quand on est dans une forêt? C'est quoi qui fait en sorte qu'on, tout d'un coup, tout le monde ressent ça. Personne n'est capable d'expliquer pourquoi c'est apaisant d'être dans une forêt. Le livre Homo sapiens, il l'explique bien. Puis c'est vraiment parce que dans le temps, on a habité la forêt, on est habitué d'y être, on a une connexion avec la nature. Puis là, on est complètement dénaturés, les humains, là. C'est ça. Alors, je ne dis pas de retourner dans ce mode de vie-là. On assume notre confort, on assume notre modernité, mais il ne faut pas oublier nos racines qui sont la nature, puis d'être en lien avec elle. Moi, je pense qu'on gagnerait tous à être reconnectés avec la nature. Trouves-tu que l'écologie, la nature, est souvent mis en opposition avec la politique? Bien, il y a peut-être une mécompréhension des politiques par rapport à la pertinence d'avoir accès à la nature. Hein? C'est un peu perçu comme une idée des écologistes. Hein? Alors, oui, il y a une mécompréhension. Moi, j'ai commencé à le nommer, ça. J'ai commencé à dire il faut qu'on fasse une mise à niveau entre les politiques et ces constats-là de la science que les humains ont besoin de la nature pour être bien. Mais il y a des gros changements réglementaires à faire. Ah oui, il y a des gros changements réglementaires à faire. D'abord, au Québec, on n'a pas de politique d'aménagement du territoire au niveau provincial. Fait qu'il n'y a pas eu de grande... Le seul grand morceau qu'on a fait au Québec, c'est de protéger notre territoire agricole. Puis à mon avis, là, il faut le revoir, ça, pour le resserrer encore plus. Parce que malgré cet héritage-là, qui est absolument incontournable, puis c'est un cadeau du ciel qu'on ait eu ça. Il reste qu'on a beaucoup grugé notre territoire agricole pour toutes sortes de raisons. Dans l'agglomération de Longueuil, 70% des terres agricoles sont la propriété de promoteurs ou de gens qui ont des visées de développement. C'est pas des terres publiques. C'est pas des terres publiques, puis c'est surtout pas des terres qui sont la propriété de familles agricoles, de père en fils, depuis des générations, qui veulent garder ce lien-là avec la terre pour nourrir les gens. Est-ce qu'il y a de l'espoir au niveau des municipalités, tu penses, ou ils pensent beaucoup plus à la taxe foncière qu'au bonheur du citoyen? Bien, tu sais, je voudrais pas opposer les deux, mais clairement, les villes ont un grand défi à ce niveau-là parce qu'ils dépendent du développement pour assurer les entrées d'argent. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut absolument revoir au Québec. Il faut trouver une façon que les espaces verts soient payants pour les municipalités, parce que pour l'instant, la perception des conseils ou des villes, c'est que c'est un déficit en termes de revenus fiscaux quand tu as des espaces verts. C'est des endroits où tu perds de l'argent. Hein? Fait que là, il faut changer le rapport. Mais dans les faits comptables, c'est comme ça que c'est perçu. C'est un appel à une politisation nouvelle, en quelque part. Oui. Puis hier, j'étais à une rencontre sur la biodiversité. Il y avait une présentation de Jérôme Duprat qui essaie de monétariser la valeur de ces espaces verts-là pour démontrer aux décideurs que faut pas que tu le perçoives comme une perte de revenus. Au contraire, les bénéfices écologiques de ces espaces-là supplantent la perte de revenus. La perte de revenus. Mais
il reste que dans les coffres de la municipalité, la réalité est financière. Elle n'est pas sonnante, là, ces services écologiques-là ne se transposent pas en réalité sonnante. Fait que, c'est difficile à prendre comme décision. Donc, il y a des changements réglementaires, il y a une éducation populaire à faire aussi. Oui. Il y a un éveil. Oui, puis surtout des décideurs, là, oui. parce que c'est des notions qui sont encore très peu connues. Oui. Des décideurs, fait que c'est clair qu'il faut faire une mise à niveau. Moi, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, tous les élus municipaux ont des cours d'éthique quand ils sont élus. Oui. C'est fantastique, c'est essentiel. Comment se fait-il qu'on n'a pas de cours au niveau de l'aménagement du territoire, au niveau du rôle que les élus doivent jouer là-dedans? Moi, je pense qu'il faut faire ce pas-là, puis faire en sorte que les élus municipaux comprennent les enjeux. Là. Mais toi qui es consciente de l'importance de la biodiversité, de l'importance de l'aménagement du territoire, de l'importance, puis consciente aussi de vers où on s'en va, là, si on ne fait rien, si on n'agit pas. Tu n'es pas éco-anxieuse? Non, je ne suis pas éco-anxieuse. C'est peut-être ma nature qui est comme ça. Pourtant, sérieusement, quand on étudie en sciences de l'environnement, on a toutes les données qui démontrent qu'on devrait s'inquiéter. Puis les écologistes qui crient, les gens qui crient à un renversement de la situation, puis à des actions urgentes, ils ont raison. Ils ont raison de nous alerter sur l'urgence de la situation. Les données sont vraiment alarmantes. Au niveau de la déplétion de nos ressources, on a un problème planétaire parce qu'on consomme plus de ressources que ce que la Terre est capable de nous fournir. C'est fantastique, on devrait allumer là-dessus. Oui, mais c'est ça. On devrait avoir un réflexe immédiat. Tu disais tantôt que si on voyait la Terre comme une entreprise, elle était comme en faillite. Bien, je veux dire, ton entrepôt se vide puis il se remplit pas. Oui. N'importe quel homme d'affaires tire la sonnette d'alarme puis dit il faut changer nos façons de faire. Mais là, c'est pas ça qu'on fait. On continue à vider l'entrepôt. Clairement, on va foncer dans un mur. Donc, je ne sais pas comment, je ne suis pas éco-anxieuse, mais je me place dans l'action. J'essaie d'être partie prenante. Ça fait partie d'une solution. Oui, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, le citoyen ordinaire, là, lui, pour se placer dans celui qui peut être éco-anxieux, pour se placer dans l'action, qu'est-ce qu'il peut faire, tu penses? Il y a plein de choses. C'est sûr que le geste individuel demeure pertinent. Hein? Cesser notre dépendance au pétrole. Il faut qu'on travaille là-dessus. Tout le monde ensemble, tous les individus ont un rôle à jouer. Baisser notre empreinte carbone, soit par notre alimentation, des gestes simples, mais aussi s'impliquer au niveau de la politique. Moi, les politiciens sont des acteurs de changement. Malgré tout ce qu'on dit de la politique, moi, je demeure entièrement convaincue que si tu veux changer les choses, tu veux être un acteur de changement, sois actif au niveau politique. Là, je ne dis pas nécessairement d'être un élu ou de te présenter comme... Mais tu peux participer à des travaux de nature politique pour faire avancer les choses. Moi, écoute... Parce que les élus ont besoin de ce jus citoyen-là, si on peut l'appeler comme ça. Là. Oui. Puis, écoute, c'est sûr que quand tu te fais élire, moi, je vois ça comme une délégation. Hein? Les gens te font confiance, ils te donnent un mandat, puis ils disent, OK, pendant 4 ans, là, moi, je ne veux plus en entendre parler, c'est toi que je délègue, puis fais ce que tu t'es engagé à faire, puis on te délègue. Oui. Hein? Mais il reste que si l'élu est déconnecté de sa base citoyenne, puis si les citoyens ne sont pas là pour qu'il y ait un dialogue constant, c'est sûr que c'est comme un fruit qui se filétrie, là. Moi, il faut qu'il y ait les citoyens nous nourrissent avec leurs idées, avec leurs préoccupations, avec leurs réflexions sur leur vie en général, la conciliation travail-famille. Il y a plein de choses. Il faut absolument que les citoyens soient partie prenante puis qu'ils restent partie prenante, malgré cette délégation-là. Le jour du vote, du vote, tu sais, tout se passe là dans l'urne. Il faut que les citoyens qui veulent être partie prenante puis changer, être des acteurs de changement, moi, je pense qu'ils doivent rester actifs au niveau politique. Je trouve parfois qu'une ville, c'est comme un collage vivant de petites cellules d'habitat qui doivent réussir à se côtoyer, en fait. C'est un écosystème. C'est un écosystème. Oui. Je trouve le parallèle avec l'écosystème est très intéressant, puis ça nous amène au fait qu'il y ait
dans un écosystème, quand tu le regardes, il y a toutes sortes d'interrelations entre les gens, entre les individus, entre l'industrie, entre l'économie, entre le commerce, qui est essentiel. Puis là, peut-être qu'il y a lieu d'être plus proches ensemble, hein? Parce qu'un vrai écosystème, tu as des parasites, mais tu as des gens, tu as beaucoup d'entraide entre les espèces. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Hein? Les arbres s'aident entre eux. La recherche commence à être probante à cet effet-là. Là, bon. Mais de la même façon, on peut voir la ville de la même façon. Il y a des individus qui s'entraident, il y a des familles qui s'entraident. Une ville à échelle humaine, en fait. Une ville à échelle humaine, une ville où les gens sont ensemble et conscients de vivre dans une même unité d'écosystème. Là, travailler ensemble, trouver des solutions ensemble, puis il faut que les individus travaillent ensemble, puis tout l'écosystème regarde dans la même direction. Bien, moi, je trouve que tu es remplie d'espoir. Oh, ben, merci. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas éco-anxieuse. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Sommes-nous, consciemment ou inconsciemment, dans un processus de changement de vision face à l'aménagement de notre territoire? Fort possible. Et les élus municipaux sont les décideurs de première ligne en la matière. Comme Isabelle Bérubé, je souhaite que les élus municipaux aient des enseignements spécifiques en aménagement du territoire afin de mieux exercer leur rôle. Je souhaite aussi des mises à jour réglementaires et du financement municipal. En fait, je nous souhaite plus d'îlots de bonheur. Merci d'écouter, de partager, de me contacter. Je vous invite à me suivre, à aimer la page Facebook Corina et la chose municipale et à visiter le www.corina.buzz.